production Sideways. Ce balado est présenté par Expression Centre d'écoute active. Expression est un centre d'écoute qui vient en aide aux gens qui ont besoin de parler, qui ont besoin de ventiler sur une situation particulière. Bienvenue au balado Dernier souffle. Un balado qui aborde la fin de vie et les soins palliatifs avec humanisme, ouverture et transparence. Animé par Catherine et Véronique, on vous invite dans ce bel univers. Bonne écoute! Bienvenue tout le monde à l'épisode d'aujourd'hui. Notre invité cette semaine est Mathieu Vincent, propriétaire de la maison Myosotis. Bonjour Mathieu, ça va bien? Oui, Salut super. Mathieu. Salut Catherine, salut Véro. Fait qu'aujourd'hui, on va parler de la fin de vie chez les patients atteints de maladie d'Alzheimer. Exact. Et on t'a invité parce qu'en fait, la maison Myosotis, c'est une maison pour les personnes Alzheimer. Fait que, on pourrait commencer par te présenter. Je sais pas. Effectivement, écoutez, Véronique l'a dit, je m'appelle Mathieu Vincent, je suis le propriétaire de la maison Myosotis depuis maintenant juin 2019. Je travaille à la maison Myosotis, par contre, depuis l'ouverture, là, février 2009, qui, à l'époque, avait été bâtie par ma mère, là, Carmel Martineau, qui avait bâti la résidence là, un peu en hommage à sa mère, ma grand-mère. Ah, c'est ça, je me demandais pourquoi que ta mère avait fait une maison pour les personnes atteintes d'Alzheimer. Parce que ta grand-mère... Effectivement, ma grand-mère elle était atteinte de maladie d'Alzheimer, de troubles cognitifs pendant de très longues années. Et à l'époque, et même à ce jour, il y a très peu de ressources là, qui sont exclusivement dédiées aux troubles neurocognitifs. Ouais. Donc, à son décès, là, elle s'était donnée comme mission là, de bâtir une résidence là, exclusivement pour ce type de clientèle-là. OK. Fait que c'est ça, j'ai repris les rênes, moi, du Myosotis là, au départ de Carmel en 2019. Sinon, de profession, je suis infirmier. J'ai fait mon cégep là, à Thetford, là, directement ici. J'ai quitté l'espace d'une année le Myosotis là, pour aller travailler dans le système public. J'ai fait essentiellement des CHSLD. Ah ouais, OK. J'étais un passionné de gériatrie, donc par le fait même, là, ça allait de soi que j'aille prendre de l'expérience là, au niveau là, du système public en gériatrie essentiellement. Puis avant qu'on enregistre, quand on s'était rencontrés, là, tu nous as dit que tu aimais beaucoup aussi les soins palliatifs. Effectivement, c'est très drôle à dire un petit peu quand on parle de fin de vie et de deuil, mais tu l'as mentionné dans un autre balado. D'autres intervenants qui sont venus aussi l'ont mentionné. Moi, j'adore les soins de fin de vie. Ouais. Je trouve personnellement, professionnellement, je trouve que c'est un cadeau à offrir, là, clairement, là, moi, je vais dire pour moi, à nos aînés, parce que je travaille exclusivement en gériatrie, là, c'est le seul fin de vie avec lequel je suis confortable. On va le mentionner comme ça, là. Fait qu'effectivement, moi, je trouve que c'est une très belle façon de clore la boucle là, de la vie de quelqu'un, de pouvoir offrir un soin de fin de vie de qualité, là. Puis, on pourrait peut-être définir un petit peu c'est quoi la maladie d'Alzheimer, là, mettre un petit peu la table. Puis, tu sais, dans le fond, avant, on appelait beaucoup ça des démences. Là, on dit plus ça, le mot démence. On dit troubles neurocognitifs. Oui. Puis, tu sais, il y a plusieurs sortes de troubles neurocognitifs, mais l'Alzheimer, c'est le type, en fait, qui est le plus fréquent là, dans la population. Puis, tu sais, c'est vraiment une maladie où il y a des lésions tu sais, dans le cerveau qui sont causées par, si je ne me trompe pas, c'est comme des protéines là, qui sont pas bonnes. Je veux pas... On n'ira pas trop dans le scientifique. Puis, ce qui est particulier aussi de cette maladie-là, en fait, c'est que ça se guérit pas. Effectivement. Dans le fond, fait que... C'est dégénératif, en fait. Oui, ça ne fait que s'aggraver. Les déficits vont juste aller, c'est ça, de pire en pire. Puis, les traitements qu'on a actuellement, c'est pour ralentir la progression de la maladie. Puis souvent, les gens, quand ils s'en rendent compte, la maladie est déjà très avancée. C'est ça qui est dommage un peu, c'est que c'est dur d'aller en prévention, d'agir de façon très précoce.
Je lisais justement qu'il y a une personne sur 2 qui apprennent qu'ils ont la maladie d'Alzheimer quand ils sont rendus à un stade avancé. Il y a stade léger, modéré, avancé. Quand tu es rendu à un stade avancé, là, c'est dur là, d'aller refaire travailler ton cerveau puis stimuler tes fonctions cognitives. Puis, c'est pour ça que c'est important que dès qu'on a des petits signes cliniques, c'est vraiment d'aller consulter le médecin, le gériatre, pour avoir un diagnostic. Puis après ça, enclencher, justement, il y a la médication. Souvent, de plus, les gens qui vont... les gens directement touchés qui vont se rendre compte de certains petits déficits vont vouloir les cacher. Ah ouais, hein? On le voit, j'en entends beaucoup de familles le dire. Okay. Ça a été long avant qu'on se rende compte à quel point ça allait pas bien. Parce qu'on se rend compte, quand on va les voir, c'est des séquences dans une journée. On passe pas des 24, 48, 72 heures avec notre proche nécessairement. Donc, souvent, ils vont un peu cacher ces petits déficits-là parce que, encore une fois, c'est extrêmement tabou comme maladie. C'est encore extrêmement associé à une autre époque, à la folie. À la folie, là, la démence, la folie. Exactement. Donc, les gens ne veulent pas que ça sorte. Oui, c'est vrai. J'imagine qu'il y en a aussi, exemple, un conjoint, une conjointe vont essayer de pallier. Ils s'en rendent pas trop compte, ils sont là-dedans. Dans la dynamique. Dans la dynamique, ils vont essayer de pallier puis faire comme si c'était correct parce que c'est quand même un deuil, oui, de la personne, mais aussi de ses fonctions. Oui. Effectivement, on le voit beaucoup, les conjointes prennent énormément sur leurs épaules. Au début, ils vont se mettre un petit voile, c'est passager, ça va revenir, on laisse ça aller un peu. Et là, on voit souvent les gens plus proches, les enfants, des amis proches de la famille qui font « Non, écoutez, là, il y a quelque chose qui marche pas. Il y a des déficits qui s'installent, puis là, ça prend de l'ampleur. » Oui. Puis, tu sais, à quel moment là, que les familles, mettons, vont te contacter ou vont commencer à penser à se diriger vers une résidence pour les gens atteints de maladie d'Alzheimer? C'est un long processus. Okay. C'est un long processus pour en arriver à un hébergement dans une ressource comme la mienne, comme la nôtre. Il y a le proche aidant est au bout du rouleau. À la maison, dans la vie fonctionnelle, dans l'aspect cognitif, ça ne fonctionne plus. Il y a trop d'atteintes. On peut aller à des exemples simples où est-ce que j'ai déjà entendu une conjointe qui doit dormir devant la porte d'entrée parce que son conjoint se lève en plein milieu de nuit pour faire de l'errance et elle a peur qu'il sorte à l'extérieur, se perd. D'autres situations où c'est une personne qui vit seule dans un appartement et que là, c'est le CLSC, la travailleuse sociale, met un peu la main sur cette personne-là, se rend compte que, OK, non, à domicile, là, c'est compliqué, d'incapacité. Des fois, ça peut être du voisinage qui se rendent compte que des jours qu'on n'a pas vu cette personne-là, qu'est-ce qui se passe. Donc, dans cet aspect-là, c'est beaucoup lorsque les incapacités de la personne touchée deviennent trop importantes pour un proche aidant de pouvoir le garder avec eux, qu'ils vont commencer à réfléchir à l'hébergement. Ou dans d'autres scénarios, quand même aussi très fréquents, qui sont un résident va être dans une autre ressource, une résidence de type un peu plus autonome, avec une offre de service qui est modifiable. Et que là, la ressource va interpeller le travailleur social, mettons, du résident, dire, écoutez, là, nous, ça dépasse notre offre de service. Le résident doit être relocalisé dans une ressource plus spécialisée. C'est là qu'ils vont se tourner vers nous. Aussi, évidemment, là, des relocalisations à partir de l'hôpital, là, des gens qui sont tombés, ont été récupérés par les policiers en plein milieu de la nuit. Sont retournés à l'hôpital et là, vont prendre une relocalisation directement de là pour s'en venir chez nous. Donc, on accueille vraiment des gens qui sont assez avancés. Modérés, là. Mettons. C'est dur à dire, hein? Pour nous qui travaillons au quotidien dans cette maladie-là,
d'aller dire que c'est modéré à sévère. Le fil de perception n'est pas le même pour toi, pour Véronique, que pour moi. Mais évidemment, on parle vraiment de maladie d'Alzheimer ou de troubles neurocognitifs modérés à sévère. OK. Mettons, ça peut ressembler à quoi le portrait là, clinique d'un patient qui rentre chez vous, là, pour les gens qui n'ont aucune idée? Là. Un résident, bon, j'aime pas utiliser le mot type, là, mais un résident qui peut arriver chez nous va avoir des atteintes importantes au niveau de la mémoire court terme. Donc, ne se rappellera plus nécessairement s'il a contacté ses enfants dans l'avant-midi, puis si on est rendu l'après-midi, exemple. Il peut avoir des impacts au niveau de la vie quotidienne. Tenir une maison, aussi banal que ça peut être, faire son lit, s'occuper de la buanderie, les hygiènes corporelles, l'alimentation. Donc, ces gens-là qui vont arriver chez nous, ils ont ces incapacités-là, pour la plupart, à différents degrés, là, évidemment. Ouais. Pour la plupart des résidents qui arrivent chez nous, le côté physique est encore très bon. OK. Des gens qui se déplacent seuls. J'ai pas à intervenir en vitesse si un résident se lève de son fauteuil pour aller marcher. Il n'y a pas de risque de chute. Ça apparaît souvent en longévité d'hébergement chez nous. Mais habituellement, lorsqu'ils arrivent chez nous, c'est des gens qui sont solides sur leurs pieds. Cependant, ça ne sera pas écrit dans leur visage. Là. Non, j'ai un trouble neurocognitif. En discutant avec eux quelques minutes, on peut très rapidement se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Là. Ben oui, parce que, tu sais, quand mettons qu'on rencontre quelqu'un qui est atteint d'Alzheimer, mais à un stade modéré, comme tu dis, ça ne paraît pas nécessairement physiquement, mais quand tu y parles, si tu poses juste des questions oui ou non, bon, il va répondre oui, non. Mais quand tu y mets à y poser, on est quelle date? On est quelle journée? On est où? Il ne sait pas. Exactement. Il ne sait pas. Ils sont beaucoup désorientés dans plusieurs sphères. Là. Dans l'environnement, dans le temps, dans l'espace. C'est beaucoup des sphères qui sont très touchées. Un point que je voulais spécifier rapidement sur la maladie d'Alzheimer, c'est la maladie de la mémoire. Ouais. Dans la croyance populaire, là, c'est il ne se rappellera plus de mon nom. Il ne se rappellera plus de comment conduire. Mais c'est important de le spécifier, puis je le dis souvent à des familles. En tout cas, c'est rien de scientifique ce que je vous dis là, mais moi, c'est une perception que j'ai avec le temps. C'est le trouble cognitif va toucher tout ce que la mémoire a accumulé dans notre vie. Un exemple qui est extrêmement simple à comprendre. J'ai appris, étant très jeune, à prendre la cuillère avec ma main, de l'utiliser dans le plat pour l'amener à ma bouche. Une séquence qui est d'une simplicité pour nous tous. Ça le requiert de la mémoire pour l'apprendre. Le trouble cognitif va éventuellement effacer ça. Donc, quand on voit des résidents manger avec leurs mains ou leur assiette est devant eux, ils ne doivent pas avoir faim, ils ne mangent pas. Peut-être qu'ils ne comprennent pas la séquence c'est qui ça. est en train de se créer en avant d'eux autres. Ouais. Puis, tu sais, ça évolue à un stade, c'est différent d'une personne à l'autre. Là. Il y en a qui ont des évolutions super rapides, là, que la personne va se détériorer en quelques années, là, 1, 2 ans. Puis, il y en a d'autres que c'est très, très long. C'est comme plus graduel. Puis, à un stade vraiment plus avancé, sévère de la maladie, là, ça affecte plus justement la portion physique. Exact. T'sais, là, la personne plus capable de se déplacer toute seule, difficulté à uriner, il y a des incontinences, passe plus de temps au lit, risque de chute. Les plus grosses incapacités font leur apparition vraiment dans un mode sévère. C'est souvent ceux qui vont faire le plus mal aux proches, là, je dirais. Là. C'est deuil sur deuil, cette maladie-là. Là. On va en parler, je pense, tout à l'heure. Là. Mais effectivement, là, c'est un peu le portrait des résidents qui arrivent chez nous. Comment que ça se passe, justement, tu sais, quand il y a un résident chez vous, est-ce que les proches sont toujours avisés lorsqu'il y a un changement de comportement comme ça? Là, on nomme, il passe un peu de niveau modéré à sévère. Les proches vont être avisés, j'imagine. Comment ça se passe du moment où la personne arrive jusqu'à la fin, finalement? Là? Comment ça se passe chez vous?
on a certaines... Évidemment qu'on a des obligations de divulgation. Je pense à des chutes. Catherine, tu vas bien saisir. Un résident va tomber. Nous sommes dans l'obligation d'avertir le proche mandataire ou le premier proche répondant du résident. OK. Moi, un autre exemple, le résident s'étouffe, on est obligé de faire des manœuvres pour le détouffer. Ça, c'est un accident, donc on doit le divulguer aux proches. Moi, personnellement, comme infirmier, je ne ferai jamais non plus de modification avec le médecin au niveau de la médication associée aux troubles cognitifs sans en avoir parlé aux familles avant. Okay. Pour moi, les familles doivent faire partie prenante de l'évolution de leurs proches. Est-ce que je les avise toujours s'il y a un petit changement, s'il y a eu certains nouveaux comportements? Non, parce que je serai au téléphone avec toutes les familles quasiment quotidiennement. Mais je vous dirais qu'il y a énormément de proches qui viennent voir leurs proches, de proches aidants qui viennent voir leurs proches, excusez. Donc, le canal de communication est très facile avec la plupart des familles à la ressource. Enfin, ils prennent le temps, ils savent que ma porte est toujours ouverte. Ils viennent discuter avec moi, avec tous les membres de mon équipe, qui sont ils sont tous très hyper qualifiés là, au myosotis. Là. Donc, les familles sont très proches des membres du personnel. Donc, on discute un peu puis ils sur voient une ligne l'évolution, directrice. Là. là, Exactement. C'est quand il y a des trucs plus sévères, lorsque l'incontinence fait son apparition, lorsqu'il y a des troubles à l'alimentation, des troubles à la marche. Là, évidemment, on prend le téléphone et on communique avec eux. Et souvent, c'est de façon très graduelle. Donc, on a le temps d'en parler. OK. Puis c'est bon ce que tu dis là, on a le temps d'en parler parce qu'il faut tellement en parler aussi un peu d'avance. Tu sais, la personne elle-même là, que le diagnostic d'Alzheimer. Tu sais, tantôt, on disait c'est important, dès qu'on a un petit signe, d'aller voir le médecin parce que ça permet aussi d'en parler avec les familles puis de nommer ce qu'on veut pour notre fin de vie. Parce que vient un stade avancé où la personne devient inapte à prendre des décisions pour elle-même. Là, tu sais, elle n'est plus capable, il n'y a plus de jugement. Fait que là, c'est les familles qui prennent les décisions pour la personne. Fait d'où l'importance de dire à l'avance bon, mais qu'est-ce que je veux? OK, là, je reçois un diagnostic de maladie d'Alzheimer. Je comprends c'est quoi, je m'informe, je sais que ça évolue de telle façon. Voici ce que je veux pour ma fin de vie, tu sais. Parce que ça, c'est un fardeau quand même pour les familles, après ça, de devoir prendre toutes ces décisions-là. Par exemple, qu'on a un étouffement, ou une pneumonie, qu'est-ce qu'on fait? On se rend où dans les soins? On se rend où dans les soins? C'est des questions qui sont énormément posées directement à moi ou à d'autres membres de l'équipe. Le mandataire vient me voir, Mathieu, tu ferais quoi? Exemple, là, la personne, mettons, elle a une pneumonie d'aspiration, un petit classique quand même. Là, effectivement. C'est... Portrait de fin de vie chez nous, on est beaucoup dans le classique. Mais effectivement, là, on a un résident qui s'est étouffé, fait une pneumonie par respiration, des symptômes là, de fièvre, un peu de difficulté respiratoire. Les familles vont me poser la question, Mathieu, là, toi, tu ferais quoi? Et moi, je conseille beaucoup, là, soit aux gens qui nous écoutent et à l'ensemble des aînés, puis même des adultes en santé, d'en parler avec les personnes sur lesquelles vous avez placé votre mandat d'inaptitude. Moi, je veux me rendre jusqu'où dans l'intensité des soins. Parce qu'une fois que vous êtes jugé inapte à cause d'un trouble cognitif, la décision va revenir à votre mandataire. C'est ça. Qui est souvent un enfant, un conjoint, un membre de la famille, un ami. Et si vous n'avez pas eu cette discussion-là de façon claire, c'est un lourd fardeau. Parce que là, on est-tu vraiment rendu à ce qu'il m'avait demandé? Y a-tu du traitement qu'on peut faire qui va la ligne est mince, récupérer? là. Exactement. Là. Les familles me posent souvent la question, là, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il doit y avoir un sentiment de culpabilité de la famille de dire OK, c'est moi qui va dire que je vais mettre fin.
à la vie de mon père ou ma mère, peu importe. Là. Ouais. Donc, ça doit être quand même, effectivement, quand c'est pas clair, t'es là, c'est moi qui prends la décision. Là. Donc, ça doit être quand même culpabilisant un petit peu, là. Mais en même temps, quand c'est discuté à l'avance, tu sais les désirs un peu de ton père, de ta mère. Donc, c'est peut-être plus facile à ce moment-là de prendre une décision, là, tu sais. Tu mentionnes, c'est plus facile, n'empêche qu'il va toujours rester un peu de culpabilité. La décision pèse sur les épaules du mandataire. N'empêche que si vous avez été nommé à cette position-là, c'est parce que c'est votre proche jugeait que vous étiez la bonne personne pour le faire. Mais cette discussion-là doit avoir lieu. Et clairement, là, nous, les résidents, quand ils arrivent chez nous, je le demande là, aux familles, est-ce que le niveau de soins a été discuté? Vous en avez parlé du niveau de soins dans un autre balado. Avec Dr. Annie Chiquette. J'en reviendrai pas dessus, mais je demande aux familles, est-ce que c'est clair et clarifié? C'est modifiable là, dans le temps, évidemment, mais si c'est pas tout à fait clair, prenez un rendez-vous court terme là, avec votre médecin là, pour le clarifier, qu'il vous soit bien expliqué. Là. Ça arrive-tu des fois qu'il y a des patients qui arrivent chez vous puis que le niveau de soins est déjà au niveau de soins D? Est déjà en stade soins palliatifs, que peu importe ce qui arrive, on ne traite pas, puis on enclenche le processus des soins PAL plus le processus de fin de vie. C'est moins commun. Il va souvent apparaître en cours d'hébergement. Selon l'évolution. Oui, je te dirais qu'il arrive plutôt en niveau de soins C. Oui. Ou B ou C, là. Il y en a. J'ai des résidents qui arrivent, ils ne sont pas très âgés. Là. J'en ai déjà eu dans la cinquantaine, dans la soixantaine. Ça reste qu'ils ont quand même une qualité de vie, là, tu sais, assez... Bien, c'est sûr, c'est tout le temps relatif, là, d'une personne à l'autre, mais... Même en fait, c'est quasiment plus pire pour l'entourage que pour eux, finalement. Là, c'est souvent. On parlait tout à l'heure là, du deuil que l'entourage doit vivre. On avait parlé la dernière fois du deuil blanc. Ouais. Est-ce que tu voudrais nous expliquer un petit peu ce que vivent les proches? Ou donner des exemples? C'est quoi le deuil blanc? Tant qu'à être rendu là, on pourrait en discuter. Le deuil blanc, très honnêtement, c'est la facette, à mes yeux, au quotidien, qui affecte le plus les membres de la famille des résidents. Tout visiteur, à vrai dire, qui viennent voir un proche, un ami, un voisin, des petits-enfants, les conjoints, les conjointes, sont tous touchés par le deuil blanc à différents niveaux. Le deuil blanc, à mes yeux, je vais le détailler de la façon que moi, je le comprends. Vous êtes en train de, dans le fond, le proche aidant ou l'entourage est en train de perdre la personne qu'ils ont connue. Et la personne physique est toujours présente. Ouais. Ça demeure mon père, ça demeure ma mère, ça demeure ma conjointe. Cependant, son esprit s'efface. Son esprit s'efface tranquillement, pas vite. Donc, pour moi, le deuil blanc, c'est une maladie qui est très hypocrite. C'est-à-dire que les familles ont à vivre énormément de deuil de façon très rapprochés assez souvent. Ouais. Ils n'ont pas le temps de passer les 5 étapes du deuil qu'ils ont déjà entamé une autre perte et d'en négocier une nouvelle qui s'accompagne. Pour moi, le deuil blanc, c'est ça. C'est vraiment de voir la personne qu'on a côtoyée toute notre vie et de la voir s'en aller, mais de voir son corps qui est encore tout à fait présent. Oui, c'est ça. Et des fois, de développer des comportements qui mettent un peu mal à l'aise certaines familles. Donc, essentiellement, moi, je trouve que c'est ça le deuil blanc. C'est comme de faire un peu le deuil d'une personne, mais qui est encore vivante. Qui est encore en vie, oui. En fait, qui est encore en vie. C'est juste que tu la perds petit à petit, tu sais, c'est ça. à petit feu. C'est ça. Mais elle est encore là. Ouais. Puis vient ensuite le vrai deuil, tu sais, de la mort. Mais est-ce que... Bien, je pose vraiment une question comme ça, là, mais tu sais, est-ce que, justement, étant donné le deuil blanc, est-ce que le deuil à la toute fin va être plus facile? Plus facile, oui. Tu sais, je sais pas comment moi, le ce dire. que j'entends là, des familles qui perdent quelqu'un atteint d'Alzheimer, c'est souvent le mot libération. Il est libéré de sa maladie, dans le fond. Oui. C'est comme quelqu'un qui est prisonnier, on dirait, là, un peu de cette maladie-là, je pense. Puis moi, de ce que j'observe, oui, les familles, c'est plus facile peut-être de laisser partir la personne pour de bon, là.
Parce qu'effectivement, c'est comme s'ils ont déjà fait leur deuil de leurs proches. Je les sens plus préparés. Oui. Je les sens plus... je trouve que les familles ont beaucoup plus de difficultés ou de peine à faire l'étape du deuil blanc. Oui. Que l'étape du deuil de perdre la personne physique. Là, de perdre vraiment ma mère, je ne la verrai plus. Moi, énormément de familles me le disent, Mathieu, moi, mon deuil est déjà fait. Oui. Mais oui, ça, c'est quelque chose on qu'on amène souvent. des nouvelles évolutions, on voit des nouveaux comportements, des changements. Oui. Et sans le mentionner, ils sont en train de recommencer un nouveau deuil. Oui. On en voit les plus frappants à mes yeux. C'est souvent lorsqu'on va perdre la reconnaissance. Ah oui. Oui, ça, c'est un aussi gros longtemps bout, là. que la famille vient voir son proche Ouais. et qu'il va le reconnaître, pas nécessairement toujours capable de nommer son nom, mais qu'on voit l'étincelle dans les yeux et qu'ils sentent le sentiment d'attachement, un lien familial, il y a un lien spécial qui les unit. Souvent, ça va. Les familles, je les sens plus fortes un peu. Lorsqu'il y a vraiment l'étape où ma mère ne me reconnaît plus, mon conjoint ne me reconnaît plus, celui-là fait souvent très mal. À la suite, bien là, évidemment, on s'amène dans les soins de fin de vie plus tard, là. Mais oui, je trouve que c'est plus facile. Bien, parlons-en peut-être des soins vraiment de fin de vie. Parce que moi, ce que j'observe, c'est souvent, mettons, une personne qui est atteinte d'Alzheimer qui va être en fin de vie ou que justement, on va changer le niveau de soins palliatifs. Ben, c'est pas causé par la maladie comme telle. C'est rare que les personnes vont mourir d'Alzheimer. Là. Très peu commun. C'est ça. Ils vont souvent mourir, comme on a dit tantôt, d'une infection qu'on va décider de ne pas traiter. C'est intéressant parce que moi, je pensais vraiment que les gens décédaient de cette maladie-là. Mais... Ben, c'est parce que souvent, au stade avancé, mettons justement, tantôt on reprend l'exemple de pneumonie, ben, c'est que là, il y a un questionnement qui vient, puis qu'on se demande, ben là, ça vaut-tu vraiment la peine de commencer à traiter? C'est quoi finalement sa qualité de vie qu'il a? C'est toutes ces questions-là qui viennent en tête. Fait que souvent, c'est ça. Quand on est à un stade avancé, la famille va dire, ben, on ne traite pas la pneumonie, puis c'est, dans le fond, l'infection qui va, entraîner la personne. Sinon, il y a des chutes aussi. Ça, on le voit, nous, à l'hôpital, la personne, elle arrive à l'hôpital parce qu'elle a tombé. Bon, elle s'est fracturé un membre, là, c'est souvent les hanches. Puis, bien, évidemment qu'on ne peut pas opérer. Ben, en tout cas, les médecins ne vont pas suggérer l'opération. Ça dépend toujours du stade de la maladie. Puis, ben, le décès va en venir un peu des suites de ça. Effectivement. Ben, Catherine a raison. Puis Véronique, à vrai dire, c'est très, très rare qu'une maladie d'Alzheimer va se rendre à un stade terminal. Ça va arriver. Je ne vais pas m'avancer là-dessus, mais moi, je pense que ça fait depuis 2009 que je travaille avec l'Alzheimer. J'ai vu ça une fois. Ah ouais, OK. C'est peut-être une fois ou deux maximum. Mais le portrait le plus classique, c'est une infection qui prend le dessus. C'est ça qui va faire que l'infection va battre le corps éventuellement. C'est ça. Une fracture. Des fois aussi, il va y avoir de la dysphagie, de la perte d'appétit, de la perte d'intérêt. Là, on embarque simplement dans une détérioration de l'état général qui va faire boule de neige, qui va nous emmener à débuter, à avoir des discussions avec les familles sur qu'est-ce qu'on va se diriger. Vous en aviez déjà parlé, des soins de fin de vie. Moi, je trouve ça très, très capital. Avec le temps, je m'en suis rendu compte, mais d'en parler d'avance. Ah oui. Beaucoup, de préparer les familles. Vous voyez les changements qui se produisent. Je veux pas qu'on parle tout de suite de soins de fin de vie, mais je veux qu'on en parle tout de suite aussi. Mais c'est bien en même temps. Il y a la prévention, ça ça sauve une décision à prendre en panique un petit peu. Les appels à minuit et soir, votre proche va pas bien, qu'est-ce qu'on fait? Tandis que ça a été discuté d'avance. On peut mettre je parle pour le myosotisme, mais avec les équipes de médecins, avec l'équipe du CLSC, on est capable de préparer le terrain des fois pour offrir à la famille, voulez-vous faire ça au myosotisme?
si vous voulez le faire, le soin de fin de vie au myosotis, moi, ça me fait grand plaisil. Il y a certaines balises à respecter et ils doivent être présents un peu au même titre qu'un décès à la maison. C'est ça. Il faut qu'ils participent dans l'administration de la médication. Exactement. Okay. Exactement. Ils doivent être aptes et disponibles pour le faire. Bien évidemment que moi, comme infirmier, j'ai 2 infirmières auxiliaires qui travaillent au myosotis, on peut offrir des moments de répit. Oui. Pour vraiment la séquence palliative. Et avec tous les membres de l'équipe du myosotis, maintenant, on est aux petits oignons. Ouais. Je suis quelqu'un qui... puis toute mon équipe est comme ça, là. Je suis à cheval sur des principes en fin de vie, moi. Là. Ouais. C'est important que lorsque les membres de l'équipe vont rentrer dans la chambre, je veux que quand ils sortent de la chambre, soit propre, soit rangé, ça sente bon. Le résident a été peigné, a été crémé, a été changé. Le lit est fait en fonction qu'on dirait que le résident dort. Si on est le jour, je veux que la toile je veux pas qu'il y ait le soleil dans les yeux. C'est très, très, très pointilleux. Ben oui, puis ça fait partie de la dignité de la personne en fin de vie. Ouais. C'est pas parce que la personne est en fin de vie qu'elle est en fin de vie qu'on s'en occupe plus. Justement, c'est encore une personne à part entière. Les proches sont encore là. C'est ça, on n'arrête pas de s'en occuper, justement. Là. Non, exact. Pas, moi, c'est essentiel. Ouais. Pour ça, je l'offre toujours aux familles. Puis c'est pour ça que j'essaie de le faire beaucoup en prévention, pour qu'il y ait le temps de peser leur décision, parce que lorsqu'ils l'ont prise, pour moi, c'est important qu'ils la respectent. Ouais. Je ne veux pas, pour un de mes résidents, qu'on commence un soin palliatif chez nous, puis que là, la famille change de décision, et là, décide finalement, là, on va faire ça dans un centre hospitalier. Ouais. Je ne souhaite pas ça pour le résident. Oui, non. Mais moi, je suis là pour leur offrir la possibilité, s'ils veulent le faire au myosotis, super. Par contre, si vous sentez pas la capacité d'être un soignant au chevet, on va dire. Ça demande plus d'implication. Exactement. Moi, je leur fais souvent le parallèle. Vous avez le choix d'être un accompagnateur pour votre proche en fin de vie ou être un accompagnateur soignant. Ça ne veut pas, c'est un rôle que vous allez devoir jouer un petit peu. S'ils ne se sentent pas confortables pour ça, c'est tout à fait respectable. Il y a d'autres, il y a des ressources là, qu'ils vont pouvoir accueillir avec du soin d'infirmier 24 heures par jour. C'est ça. Mais en le faisant d'avance, souvent, on est capable, avec l'équipe du CLSC, les médecins, de bien attacher le tout, d'avoir la médication directement au myosotis, pour être capable, des fois, d'entamer, juste de rendre le résident confortable avant une relocalisation qui va, assez souvent, on va nous permettre de sauver le passage à l'urgence. Oui, c'est ça. Ouais. On dirige directement dans une chambre faite pour les soins palliatifs. Un lit de soins palliatifs. Exactement. Puis, tu sais, tu as nommé justement le soulagement de la douleur, tout ça. Bien, souvent, les personnes atteintes d'Alzheimer en fin de vie sont plus capables de parler. Donc, ils ne nomment pas quand ils ont du mal. Fait que ce qui est vraiment important, c'est d'être à l'affût des signes. Les signes j'allais cliniques. demander comment que ça se passe, justement, ce petit bout-là. Ouais. Comment vous faites pour détecter, justement, qu'il n'est pas bien, il n'est pas confortable. Parce que C'est une très grande question que les familles posent à tous soins palliatifs auxquels j'ai participé. Mathieu, je ne le sais pas. il ne dit pas. Comment je fais pour savoir qu'il n'est pas confortable? Ouais. Moi, j'ai toujours comme réponse à offrir aux familles, c'est plus facile d'évaluer le confort que l'inconfort. Moi, je leur dis souvent, de toute façon, on se dirige vers un décès. La fin de vie, à mes yeux, la médication de fin de vie est faite pour accompagner vers le décès. On ne veut pas le précipiter, on ne veut pas le ralentir, on veut accompagner vers là. Évaluer le confort, à mes yeux, c'est plus simple que d'évaluer l'inconfort. Si vous arrivez puis vous voyez votre proche et vous le sentez confortable, tant mieux. Si vous avez un doute sur son inconfort, il y a de la médication qui est mise en place pour le ramener à une situation confortable. Puis moi, souvent, je leur dis, fiez-vous à votre petit instinct. Là. Essayez de vous reconnecter à vous-même. Puis, c'est ça. Souvent, notre petit instinct, il me semble qu'il y a quelque chose. Il me semble qu'il n'y a pas l'air confortable. Il y a quelque chose, il y a un signe qui fait que... Fait que concrètement, tu l'as dit, Véro, ça peut être distorté, il y a un petit peu d'agitation.
le front plissé, les sourcils froncés, des gémissements, des fois, ça ment pas, les poings serrés. Ça, c'est tous des signes. La respiration qui change aussi. Puis, tu sais, si les familles sont pas sûres, bien, évidemment qu'ils peuvent soit vous demander conseil. Oui, effectivement. Et c'est sûr que, comme je le mentionne, dans un contexte où on le fait aux myosautistes, moi, je leur dis aux familles, là, vous avez mon numéro de cellulaire, vous m'appelez 24 heures par jour. C'est ça. Je peux vous conseiller par téléphone, je vais le faire. Si je suis pas très loin du myosautisme, c'est volontiers que je vais aller vous voir pour vous donner un coup de pouce. Ils doivent avoir une certaine responsabilité à travers tout ça. De toute façon, les infirmières ou les infirmiers du CLSC sont impliqués dans le processus. Donc, ils vont venir directement aussi à la ressource, ne serait-ce que pour enseigner les méthodes, pour donner la médication. Mais demeure, après ça, les infirmières de garde sont toujours disponibles. C'est ça. Ils ne sont pas complètement laissés à eux-mêmes. Non, c'est important de le mentionner. Il y a un support quand même. Là. Non, le réseau autour est quand même très, très bien, je trouve, bien équipé pour pallier à ce genre de situation-là. Oui, vraiment. Puis, tu as abordé tantôt des comportements où les familles se sentent un peu... ils ont un... ça s'appelle des SCPD, là. Oui. Qu'est-ce que des SCPD? Les symptômes comportementaux et physiques de la démence. OK. Fait que ça, c'est vraiment... on pourrait peut-être en parler un petit peu plus. C'est vraiment des comportements qu'on voit chez les maladies neurodégénératives, dont l'Alzheimer, qui sont causés par la maladie, puis justement qui peuvent entraîner des fois une gêne chez la famille. Beaucoup. Fait que je sais pas si tu veux donner des exemples. Oui. Pour les gens à la maison, c'est important de faire un trait. Là, on parle les SCPD, comme Catherine parle. Là, on n'est plus on est vraiment dans la maladie active. Oui, je reviens moi en arrière. Là. Des fois, j'ai des flashs. On est dans le pas là, on est plus dans la maladie où le résident on n'est plus en fin de vie. Là. Non, exactement. Au contraire, on est très vivant dans ces séquences-là. C'est quoi un SCPD, Véro, dans le fond? Avant, on appelait ça les troubles du comportement. OK. Je pense là, que cette terminologie-là faisait un peu comme quand on parlait de démence, quand on parlait de folie. Ça fait des troubles. Merci du mot que je cherchais. Mais les syndromes comportementaux psychologiques de la démence, c'est vraiment... ça gêne beaucoup les familles parce que c'est beaucoup de comportements qu'on va voir très rarement dans la communauté. Là. On va parler de désinhibition, des gens qui vont vont enlever leurs vêtements, vont baisser leurs pantalons. Ils n'ont comme plus de gêne, dans le fond. Il n'y a plus de filtre. OK. Et la maladie... va attaquer le cerveau dans les zones de la gestion de l'humeur, dans les zones de la gestion de nos émotions, de filtre social. J'irais pas dire, j'ai quelque chose en tête, je sais que socialement parlant, je peux pas nécessairement toujours tout dire. Non, c'est ça, tu sais. Mais ça disparaît chez eux. Ça disparaît. T'sais, pour nous, au quotidien, c'est notre travail. Moi, j'en vis pas de gêne avec ces comportements-là. Je les vois quotidiennement. On voit la fille qui vient voir sa mère et que sa mère va avoir beaucoup d'agitation verbale, va crier, va injurer des gens autour, va se mettre à sacrer. Alors probablement qu'elle n'a jamais fait ça de sa vie. Exactement. Là, sont comme, gros changement. Souvent, là, les familles, Mathieu, je suis vraiment désolé. Oui. Ils sentent mal. C'est ça. Ils vont voir le personnel, ils vont voir l'autre famille ou ils vont venir me voir. Je suis vraiment désolé. C'est pas ma mère, ça. Fait que là, on est dans le deuil blanc aussi. Là, à travers tout ça. Moi, je leur dis, le seul et unique coupable, c'est le trouble cognitif. C'est important de se le rappeler. Mais des comportements... il y a de l'agressivité. Oui, il y a des comportements de SCPD, il y en a beaucoup. Il y en a plein, là, L'anxiété, de l'agressivité qui peuvent amener à de l'agressivité physique, de l'agressivité verbale, des conflits interrésidents, on en vit. Ben oui. Ne serait-ce aussi banal qu'un... pour moi, c'est banal, là, mais ça ne l'est pas nécessairement, mais un résident est en train de manger, puis un autre résident, il s'en vient,
il n'y a plus le jugement cognitif pour être capable de dire cette assiette-là doit appartenir à la personne qui est assise en face de l'assiette. Ce qu'il voit, c'est un repas, c'est appétissant, je vais en prendre une bouchée. En ce moment, j'ai faim. Donc là, l'autre résident va tomber en réaction. Ça peut amener, il faut être alerte. Là. C'est évident que ça peut amener à des conflits. Ceux qu'on voit le plus souvent, c'est vraiment l'anxiété, en fin de journée, sur le quart de soir. Syndrome crépusculaire, un peu, là. Oui, exact. Maintenant, on en parle plus. Le syndrome crépusculaire, on disait ça aussi beaucoup avant. Véro, on s'est rendu compte... j'ai des professionnels qui m'écoutent, vous me rattraperez si je dis pas la bonne chose, là, mais c'est que le trouble cognitif, pendant la journée, la mémoire émotionnelle, la mémoire affective est encore bien présente. Donc, vont accumuler des échecs, des conflits, de l'anxiété. Toute la journée, ils vont l'accumuler, puis on arrive en fin de journée, ça sort. Oui, c'est ça explose. Sous quelle forme ça va sortir et... agressivité, comme on disait tantôt. De l'agitation, un peu plus de difficulté pour les membres du personnel à rentrer en contact avec le résident pour essayer de faire de la diversion, de le ramener dans un mode plus serein, plus calme. Beaucoup d'errance. L'errance, c'est de se circuler sans but précis. Marcher n'importe où, rentrer dans toutes les portes. Fait qu'il y en a des fois des résidents qui rentrent dans les chambres de d'autres résidents. Effectivement. Mais souvent, le quart de soir, c'est un quart de gestion d'anxiété. Beaucoup. Ça peut... C'est quand même innombrable, là, le nombre de types de comportements. Mais les principaux, moi, je pense, c'est de l'agitation verbale, l'agitation motrice, de l'anxiété, des troubles de désinhibition. Un peu là, les principaux. C'est vraiment ceux qui font accrocher les familles, là, qui sont vraiment gênés par rapport à ce comportement-là, malgré qu'ils ne le devraient pas l'être. Mais non. Puis, tu sais, évidemment qu'on peut agir sur ça. Là. Des fois, on va introduire une petite médication pour calmer. Avant, on utilisait beaucoup les contentions. Là, on essaie de ne plus les utiliser du tout. Tu sais, des contentions, c'est, par exemple... on peut attacher quelqu'un dans le lit, monter les ridelles du lit pour pas que la personne sorte. Dans le fond, c'est de la limiter la personne physiquement. Puis il y a aussi des contentions médicamenteuses. Ça, c'est quand on donne, mettons, des grosses doses de médication pour essayer de calmer la personne. Puis bien, c'est sûr qu'on s'est rendu compte de nos jours que finalement, ça avait souvent plus d'effets négatifs. Il y a eu des accidents aussi reliés aux contentions. La personne qui passe finalement par-dessus les ridelles du lit. Qui tombe. Puis elle tombe, elle se fracture. Bon, fait que c'est sûr que ça prend peut-être un petit peu plus de patience de la part du personnel. Puis, ça prend de la compétence, ça prend de l'approche. C'est ça, une bonne approche, surtout. Ça se travaille avec le temps, ça. Ouais. C'est sûr qu'il y en a que c'est inné. Oui, il y en a qui l'ont. Hein? On le voit, là, il y en a que c'est inné. Ouais. Il y en a d'autres, il faut qu'on l'apprenne. Oui, bien oui. Il y a des trucs aussi, là, tu sais, il y a plein de formations en lien avec ces maladies-là. À cette heure, des super belles formations, tu sais, c'est rendu quasiment un domaine spécialisé, là, tu sais, les maladies neurodégénératives. Fait que, à cette heure, il y a plein de trucs qui existent pour le personnel, pour les familles aussi. Effectivement. Moi, quand on parle vraiment d'approche avec le trouble cognitif, là, c'est la clé du succès. On le sait que d'utiliser une bonne approche, une approche qui est spécialisée, va prévenir 60 à 80% des SCPD. Là. Quand même. Donc, c'est beaucoup. C'est immense. De le faire de la bonne façon, mais ça prend du temps. Oui, c'est ça. Ça prend beaucoup de temps. Ça fait quasiment 15 ans que je fais ça. Là. Pour moi, ça a moins de secret. Cependant, tu le mentionnes, là, les contentions, nous, on a toujours été un milieu sans contention. C'est ça, hein? On n'en a jamais accepté. C'est d'ailleurs, c'est un de nos critères d'exclusion. À vrai dire, si une famille me posait la question, moi, Mathieu, je veux plus que mon proche tombe. Donc, on est d'accord à mettre une contention au lit ou au fauteuil, mais malheureusement, ça ne sera pas chez nous. Oui, c'est ça. On va procéder à une relocalisation du résident. Moi, je n'accepte pas ça dans le contexte de ma ressource. Pas sans dire,
une approche pharmacologique et non pharmacologique. Là. Je pense que les deux doivent toujours travailler un peu ensemble, tellement. à différents degrés. Oui. Ça, c'est important 100%. De le mentionner, mais l'approche... Oui. Bien, puis c'est parce que de nos jours, c'est tellement facile de prescrire une petite pilule pour calmer la personne. Mais ça l'est moins qu'avant. Oui, vraiment. Ça l'est moins qu'avant. Vraiment, moi, je le remarque depuis bien quelques années. Oui. Si j'appelle un médecin, on va avoir des discussions là, sur pourquoi on intègre ça. C'est ça. J'ai intérêt à être... C'est peut-être moi qui me mets cette optique-là, mais moi, j'ai intérêt à être préparé, à être objectif, à avoir des comportements qui ont été évalués sur quelques semaines. Oui, c'est ça. C'est pas un événement qui est isolé. Différentes choses aussi. Puis... Effectivement. Parce que on peut se faire challenger par le médecin, puis c'est correct. Ben oui. Parce que clairement, effectivement, là, ça va être simple. Là. Sinon, là, c'est pas simple, là, c'est pas agréable, mais on peut médicamenter un résident, mais c'est parce que là, on le perd. Là. Ben oui, c'est ça. C'est pas qu'on souhaite. Là. Non, ben non, vraiment pas. Fait qu'on a tout à gagner de prendre notre temps avec le patient. Puis, tu sais, quand vient le temps, par exemple, de faire un soin d'hygiène, ou ce que ça peut être plus difficile parce que la collaboration n'est pas toujours là, ben ça va peut-être prendre 45 minutes à place de prendre 20 minutes, là, faire le soin d'hygiène. Mais il n'y aura pas d'agressivité, la personne va bien collaborer au final parce que l'approche va avoir été douce, va avoir été calme, on ne le brusque pas. Mais ça, c'est tout... C'est un art. C'est un monde à part entière. Des résistances aux soins, il y en a. Tout, je le rementionne, là, mais tout passe par l'approche, de le faire de la bonne façon, d'avoir des gens en quantité suffisante aussi. Oui. C'est dur. Des employés. Des fois, c'est des membres de l'équipe. Je comprends les propriétaires de d'autres ressources, là, de la complexité des fois de la chose. Mais pour moi, je refuse qu'à tous les fins de quart de travail, que les membres de mon équipe sortent la goutte au front, exemple. Et je veux qu'il y a des situations particulières, là. C'est normal, comme partout, mais d'avoir des gens en quantité suffisante pour prendre soin de nos résidents, ça fait que du positif pour tout le monde. Ben oui, tellement. Les membres de l'équipe ils ont plus de temps un petit peu à accorder aux résidents. Par le fait même, les résidents sont plus calmes, sont plus heureux à travers un peu leur maladie. Les membres de famille voient la qualité de l'approche qui est adoptée chez nous. Ça fait une belle roue qui tourne, simplement. Là. Je sais que c'est pas toujours évident de trouver des ventes du personnel qui en valent la peine. Mais, je le mentionne, moi, je me considère chanceux. Oui, c'est vrai. Parce que dans le temps où on est, là, manque de ressources, manque de main-d'œuvre, c'est un gros défi. Oui. On s'était noté aussi de parler des défis qui ont les proches aidants, mais je pense qu'on les a un petit peu nommés tout au long de la discussion. Est-ce qu'il y a justement des ressources qui pourraient aider ces personnes-là à les soutenir? Est-ce que tu en connais? Est-ce que tu en réfères à l'occasion? Est-ce qu'il y a des outils que tu pourrais nous suggérer peut-être pour les familles? Mais comme je l'avais parlé avant qu'on rentre en onde, j'ai vu le panneau à l'entrée en onde. Évidemment, moi... le Mélodie, c'est une fondation, puis en novembre dernier, je crois qu'il avait fait venir la ressource L'Appui pour proches aidants, qui avait présenté un visionnement d'un documentaire. C'était 2 proches aidants qui s'étaient rencontrés à travers leurs défis individuels d'accompagnement d'une personne atteinte de troubles cognitifs. Et j'avais parlé avec la personne ressource là, qui était là, qui était venue de L'Appui. Moi, honnêtement, j'avais trouvé que c'était une ressource qui était vraiment super. L'Appui, c'est vraiment pour les proches aidants. C'est pas nécessairement spécifique Alzheimer. Non. De ce que j'ai vu, moi, je suis allé vous consulter leur site Internet, c'est vraiment pour tout type de proches aidants. Parce que c'est faux de penser que c'est que dans le trouble cognitif. Non, c'est ça. Il y en a beaucoup d'autres types de proches aidants. Sinon, lorsque les défis pour les proches aidants, moi, je les vois beaucoup très individualisés. Les familles,
sais, moi, les proches aidants, je les vois pendant qu'ils sont hébergés chez nous. Je ne touche pas vraiment à la section avant l'hébergement. Annonce de diagnostic, par exemple. C'est ça. Ça, moi, je touche pas à ça. J'ai juste un peu moins mon créneau. Je le gère vraiment plus lorsqu'ils sont hébergés chez moi. Puis je suis beaucoup... je le dis tout le temps aux familles, là. Ils venaient me voir de l'enseignement à travers votre rôle de proche aidant. Je suis capable de vous aider un peu à travers tout ça, les membres du personnel aussi. Mais sinon, à part l'appui, j'en cible un peu moins, je vous dirais. Là. Ouais. Puis tu parlais du documentaire. Est-ce que tu connais le titre du Au-delà des mots. Au-delà des Au-delà mots. des mots. Ah, c'est Je ne intéressant. sais pas s'il est diffusé sur YouTube. OK. On va s'informer. À Vous l'appui. informerez. Ouais. Moi, je le sais qu'il nous... lorsque la Fondation associée la Fondation Pauline Grenier, qui est associée au milieu d'autisme, avait fait venir l'appui pour le visionnement de ce documentaire-là, il nous avait envoyé un lien courriel si on voulait le présenter aux membres de notre personnel. OK. Mais je pense qu'il était payant, ou je ne suis pas certain de ce Ben que oui, on va j'avance, là, s'informer. mais Qu'on c'est s'informe, un excellent documentaire, là, très touchant sur tout ce que peut vivre au revers de la médaille un proche aidant. Ouais. Et on est beaucoup axé sur le proche, comme nous, comme intervenants directement au quotidien. Mais de voir l'envers de la médaille, là, ça apporte beaucoup, beaucoup à réflexion. Ouais. Ça doit normaliser aussi comment ils peuvent se sentir là, durant tout ça. Là. Oui, Oui, tellement. ils se rendent compte. Il y avait des familles qui ont assisté au visionnement. C'était beaucoup... Ils se rendaient compte que, Caroline, tout ce que je vis, je suis vraiment pas tout seul là, à vivre exactement les mêmes sentiments. Là. Ouais. La frustration, la culpabilité, la négociation. C'est clairement un peu... Les 5 étapes du deuil, là, les 5 étapes du deuil sont vraiment, je trouve, les 5 sentiments les plus présents Ouais. en trouble cognitif pour un proche. Là. Ouais. Puis, tu sais, sinon, il y a aussi la Société d'Alzheimer. Puis, il y a aussi le portail palliatif canadien qui parle de l'approche palliative chez les patients Alzheimer aussi, qui peut être bon d'aller... On pourra le d'aller mettre aussi zioter, dans oui. la description. Oui, on mettra leur site Internet. Ouais. Parfait. Aurais-tu un dernier conseil pour les familles, pour quelqu'un qui est atteint de la maladie d'Alzheimer, pour finir? Pour quelqu'un qui est atteint de la maladie, je trouve ça un peu touché d'aller donner un conseil pour ça. Pour les familles, je l'ai mentionné clairement au début du trouble cognitif, de parler avec votre proche. D'en parler. Puis parler de voir, avec votre proche, qu'est-ce que vous souhaitez avoir. C'est quoi que tu veux avoir comme soin plus tard. Ensuite, clairement, de parler ouvertement, de laisser ça aller un petit peu, là, parce que vous vivez pas des choses vous vivez tous des choses qui sont très semblables comme perte, mais vous pensez tous que c'est très unique. À l'inverse, je pense que vous devriez en parler ouvertement, libérer les tabous un petit peu. Et clairement, là, la personne atteinte de trouble cognitif n'a clairement pas décidé d'afficher ces comportements-là. Non. On peut mettre un seul coupable, c'est la maladie d'Alzheimer ou les troubles cognitifs. Essayer de s'accrocher sur ça. Puis je le mentionne aux proches aidants souvent, là, quand vous avez des moments de sourire, des beaux moments, prenez-les, parce qu'on peut pas cacher que c'est dégénératif. Donc, puis pas avoir peur d'aller chercher de l'aide aussi. Effectivement. Quand on en ressent le besoin. Oui. Hey, merci Mathieu. Merci, Mathieu. Ça a Merci à été vous super deux. intéressant. Merci, c'est gentil. On se revoit pour un prochain épisode. Merci.